Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Disons, là, on est en train de faire des fouilles archéologiques. On va essayer de retrouver un mur qu'ils ont découvert dans un carré à côté. Alors, on est en train de dégager la terre pour essayer de le trouver. Les 2 premiers jours, c'était dur, évidemment. Mais à partir de mercredi, l'après-midi, on a commencé à trouver des choses intéressantes et ça commençait vraiment là, c'est devenu intéressant. Et pourquoi vous avez choisi l'archéologie? Et souvent, une vocation, ça part très souvent d'un déclic. Peut-être pas dans sa prime enfance, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait, tiens, c'est ça que je veux faire pour la suite. Moi, je pense que le déclic, c'était lors d'une visite dans une coupe géologique à côté de Compiègne, où la prof de sciences naturelles nous emmenait chercher des fossiles, notamment des dents de requin. Donc ça m'avait fortement, non pas perturbé, mais intéressé. Et tous les dimanches, je retournais dans cette carrière pour essayer de retrouver des dents de requin, des fossiles divers, essayer de monter non pas une petite collection, mais de comprendre comment avait pu se passer la vie des anciens, quoi. Alors, bon, moi, ça a dû arriver vers 14-15 ans. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà d'essayer de participer à des fouilles archéologiques locales autour de Compiègne. Donc, j'ai participé à des fouilles, notamment dans le cloître Saint-Corneille, enfin, diverses fouilles, avant même de commencer à faire des études archéologiques, puisque pour moi, c'était avant tout un loisir, et non pas... parce que c'est assez loin l'archéologie, l'archéologue, on s'imaginait quand même déjà à mon âge que c'était les égyptologues, c'était quasiment un milieu inaccessible. Donc c'est petit à petit, en faisant des études, notamment quand je me suis inscrit en fac, où j'ai décidé de faire des études qui étaient le plus proche possible de ce que pouvait être un archéologue. Donc classiquement, je me suis inscrit en fac d'histoire. Il y a à la fois les études d'histoire ancienne, donc qui vont forcément en référence archéologie, parce qu'on étudiait la Grèce, l'Égypte, les fouilles archéologiques. Et puis ensuite, on avait des stages quasiment obligatoires d'archéologie, notamment avec mon prof d'histoire ancienne qui était Jean-Louis Cadou, où il fallait aller fouiller à Rimont-sur-Ancre. Certes, depuis 68, les archéologues s'acharnent sur ce site d'environ 800 mètres de long. Dans ce champ de Jbedor, la ville disparue, des anomalies de végétation et des photos aériennes avaient révélé l'existence d'un grand sanctuaire gallo-romain constitué de thermes, d'un théâtre et d'un temple. Et c'est justement à l'angle de ce temple que le 10 juillet, l'équipe de fouilleurs a fait cette découverte stupéfiante. Vous avez un trou central qui peut avoir contenu un poteau, qui est bordé par des bassins humains. Et autour de ce trou, une sorte de muret d'osselons humains surtout, avec quelques ossements animaux, qui sont placés parallèlement les uns aux autres, en plusieurs niveaux, avec d'autres ossements en quinconce, un peu comme on aurait monté une sorte de jeu de construction. Et sur le pourtour, vous avez des ossements enchevêtrés avec quelques armes, qui forment un cercle d'à peu près 5 mètres de diamètre. À l'époque, on ne savait pas trop bien quelle était l'extension et l'intérieur du site, parce qu'on pensait au début fouiller une villa gallo-romaine, et c'est ensuite qu'on s'est aperçu que c'était un sanctuaire gallo-romain. Dans les années 80, je pense qu'on n'avait pas encore découvert le sanctuaire gaulois, ce qu'on appelle le charnier. On était vraiment en prémisse. Mais l'intérêt, c'était que c'était un chantier école, et ça nous a permis d'acquérir les techniques de fouille archéologique. Là, donc, dans un premier temps, c'est essentiellement une archéologie bénévole. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'au miracle, on peut être payé pour faire l'archéologie. Donc, bon, c'était dans une période où il n'y avait pas énormément d'archéologues professionnels. On avait la possibilité, sur certains chantiers de fouilles de sauvetage, d'être ce qu'on appelait des vacataires ou des contractuels pour participer 2 ou 3 mois des fouilles archéologiques. Les études universitaires, ça va servir essentiellement à pouvoir écrire, mettre sur le papier ce qu'on fait lors des fouilles. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne expérience de terrain, ce qu'on peut être un bon universitaire. Et si on n'a jamais eu d'expérience de terrain, ça ne sert à rien, qu'on ne sera jamais un bon archéologue. Donc moi j'ai eu la chance de tomber à un moment donné où vraiment il y avait peu de professionnels dans l'archéologie, donc il y avait des possibilités d'ouverture et de trouver sa voie dans cette profession. Et alors que je menais des études universitaires, mais à un moment il fallu faire un choix, et je suis parti entre guillemets du bas de l'échelle. C'est-à-dire en 1977, quand il fallait également faire un traitement social du chômage donné des emplois aux jeunes, il y a Raymond Barre, qui était Premier ministre à l'époque, qui a créé les vacataires Barre. C'était les prémices de tous les emplois aidés qu'on a depuis cette époque. Donc un jour, Jean Cumassy, qui était directeur des Antiquités, m'a proposé ce job. J'ai décidé aussi, comme j'étais objecteur de conscience, d'effectuer mon service civil au sein de la DRAC. Et la deuxième chance, c'était que c'était la première année où on pouvait faire le service civil en dehors de l'ONF. Longtemps, c'était au sein de l'ONF, et au niveau de la DRAC, c'était possible. Donc j'ai fait 2 ans de service civil au sein de la DRAC comme archéologue.
Donc là, ça m'a permis quand même d'acquérir des bonnes bases scientifiques. Et puis ensuite, 1981, l'arrivée de Jacques Lang, qui a décidé de recruter 200-300 archéologues sur l'ensemble de la France. Donc c'était sur dossier, et mon dossier était retenu. Donc je sais plus, il y a toujours un côté chance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu savoir dire oui à quelque chose qui aurait pu paraître peu intéressant, peu valorisant, mais qui finalement permet d'aller assez loin. J'ai passé le diplôme de l'école des études en sciences sociales, parce que j'ai étudié la céramique, donc j'ai étudié la céramique, une céramique spécifique, qui est la céramique du début du 1er siècle. Donc j'ai fait mon mémoire sur ce sujet. C'est pas ça qui a servi d'être archéologue, mais c'était la cerise sur le gâteau. Ensuite, j'étais contractuel, j'étais intégré comme technicien de recherche. Et ensuite, j'ai passé le concours d'ingénieur d'études, que dans un premier temps, donc, j'étais reçu. Mais sauf qu'il fallait partir d'Amiens, comme je suis assez casanier, j'ai refusé de partir. Donc il a fallu attendre 10 ans pour passer le concours d'ingénieur d'études que j'ai eu, et sur Amiens. Nous nous trouvons à un endroit précis du four qui est le laboratoire, c'est-à-dire la chambre de cuisson, qui est la partie dans laquelle le potier emmagasinait son stock de céramique à cuire. Donc c'est une fosse qui est creusée dans le sable naturel et dont les bords sont appareillés par des tuiles gallo-romaines récupérées, lesquelles tuiles sont recouvertes d'un enduit d'argile. La chaleur arrivait par 2 tunnels dans lesquels des braises étaient mises à chauffer et qui permettaient une température de l'ordre de 800 à 850 degrés. Il faut bien sûr reconstituer un dôme qui venait fermer hermétiquement ce four, dôme qui était constitué à la fois d'argile et de tuiles. Ma fonction actuelle, c'est ingénieur d'études à la DRAC, qui ne veut pas dire grand-chose par rapport à l'archéologue, mais le terme archéologue n'existe quasiment pas dans la nomenclature des métiers, quoi. Si demain je suis au chômage et que je leur dis que je suis archéologue, ils ne trouveront pas à quoi ça correspond. Grand gobelet? Non, plutôt un bol, parce que tu vois, tu as le départ de la carène qui part ici. Ouais. Donc c'est un bol à colle tronconique, donc en céramique sableuse probablement du 2e siècle, 2e, 3e, de la forme. Un petit col de cruche. Un col de cruche classique.